Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je vous remercie de votre invitation à m'exprimer devant votre commission d'enquête. Et avant de répondre à toutes vos questions, je voudrais avoir un propos liminaire. Toutes celles et ceux qui viennent répondre à vos questions éclairent telle ou telle période de l'histoire récente, assurant qu'ils ont fait au mieux dans la situation. On pourrait en déduire qu'il existe une sorte de mystère aux origines de la situation énergétique actuelle de la France, ou encore se réfugier dans la thèse que cette situation s'explique par un retournement soudain de la conjoncture que personne ne pouvait prévoir. Il n'en est rien. La situation énergétique actuelle de la France était prévisible. À la question « qui aurait pu prédire ?», je répondrai « tout le monde ». Ce sera le premier point de mon propos. Le choc énergétique actuel était prévisible, évidemment pas dans les détails de ces circonstances précises, mais il n'y a pas d'imprévu dans les grandes données qui le sous-tendent, auxquelles les gouvernements pouvaient s'attendre et qui pouvaient être anticipées. D'abord, la hausse du prix des énergies fossiles et ses conséquences. L'ensemble des risques associés au fait que la première énergie consommée en France est à 63% de l'énergie fossile importée et de notoriété publique. La France est à la merci de la hausse des prix du baril et des dépendances géopolitiques induites pour son approvisionnement qui engagent son autonomie stratégique sur la scène internationale. La hausse des prix des énergies fossiles n'est pas conjoncturelle. Elle a d'ailleurs commencé pour le pétrole comme pour le gaz avant la guerre en Ukraine, dans le contexte de la reprise de la demande après la première phase de la pandémie, qui avait mis à l'arrêt l'économie mondiale de façon assez comparable à la hausse qui avait suivi la crise de 2008. Loin de provoquer un changement de modèle ou la construction d'un monde d'après, les lendemains de la pandémie ont été marqués par l'effet rebond et la course à la reprise économique et autant d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre avec un nouveau record. À défaut que l'état d'urgence climatique ait convaincu de longue date notre pays d'organiser une sortie rapide de la dépendance aux énergies fossiles, force est de constater que les enjeux de résilience, de sécurité, d'indépendance n'ont pas davantage guidé les choix publics. Or, les sources d'approvisionnement de la France en hydrocarbures, bien que diversifiées, sont pour une bonne partie d'entre elles en déclin et le seront dans la décennie 2030. Quant au déficit de la balance commerciale lié aux importations d'énergie, il atteint un record historique. L'exposition de la France à la volatilité des prix des énergies fossiles et à la hausse tendancielle liée à leur déclin n'est pas une nouveauté. Lorsque j'étais aux responsabilités, le déficit de la balance commerciale, plus de 60 milliards d'euros à l'époque, était au fondement de la nécessité de planifier la transition énergétique pour se défaire de ce boulet des énergies fossiles et être enfin libre. Les énergies fossiles sont la cause du changement climatique, mais aussi de l'inflation, puisque toute matière première, toute marchandise qui est fabriquée et qui circule en dépend. Quand le pétrole augmente, tout augmente. S'y ajoute sur le front des prix de l'alimentation l'augmentation des denrées de base provoquée par les impacts du changement climatique à l'été 2021. Là aussi, l'inflation est liée aux impacts des activités humaines sur le climat. Je fais notamment référence aux pertes de production en céréales liées aux vagues de chaleur en Amérique du Nord, en Europe, en Asie de l'été 2021, dont on a vu les conséquences sur les marchés mondiaux dès l'automne 2021. Dans le débat public, on évoque souvent les conséquences de l'inflation. Or, il est nécessaire d'ouvrir enfin les yeux sur ces causes. Et ces causes portent un nom, les énergies fossiles. Prévisibles aussi étaient les conséquences de l'absence d'une politique puissante et efficace d'économie d'énergie. La hausse structurelle des coûts de l'énergie et la prévision de hausse future plaident de longue date pour une politique soutenue de réduction des besoins et de protection des ménages face à l'impact social de l'augmentation des prix, qu'il s'agisse du carburant pour se déplacer, du gaz ou de l'électricité pour se chauffer et tous les autres usages de la vie courante. Le retard de la France en matière de réduction de la consommation d'énergie, d'éradication des passoires thermiques, d'économie d'énergie dans tous les secteurs d'activité et les bâtiments publics fait gonfler la facture et se paie cash. La précarité énergétique qui touche de nombreux ménages frappe désormais les entreprises et les collectivités locales qui sont au tarif de marché ou de l'électricité, pour l'électricité et le gaz et sont dans l'incapacité d'y faire face. J'invite à mettre en regard le coût astronomique du bouclier tarifaire comparé aux investissements budgétaires qui ont été refusés pour les économies d'énergie dans un passé récent. S'ils avaient été réalisés massivement, nous serions bien plus résilients. Attendre le choc pour être mis au pied du mur et n'avoir d'autre option que de sortir le carnet de chèques en urgence n'est assurément pas le bon calcul pour la nation.
Refuser une politique de décroissance assumée de la consommation d'énergie depuis au moins 15 ans a aujourd'hui des conséquences lourdes et graves sur le plan social, économique et budgétaire. Prévisibles également sont les conséquences des règles absurdes du marché européen de l'électricité qui prévoit que c'est le dernier moyen entré en production qui détermine le prix et donc que d'une certaine manière, les prix de l'électricité sont indexés sur le prix du gaz. J'y reviendrai. Prévisible enfin, le fait que la trop grande dépendance de la France à une source de production électrique, à savoir le nucléaire, est une vulnérabilité. La mise à l'arrêt d'une partie importante du parc nucléaire en raison d'un défaut générique et pour raison de sûreté est un risque énoncé clairement et fortement depuis longtemps. Il l'avait été notamment par le président de l'autorité de sûreté nucléaire dont j'avais proposé la nomination, Pierre-Franck Chevet, en 2013, dans l'alerte qu'il avait adressée dans le cadre du débat national sur la transition énergétique que je présidais et qui avait été prise en compte. S'y ajoute aussi le décalage d'opérations de maintenance liées à la pandémie ou encore les dérogations demandées lors de la sécheresse qui illustrent la sensibilité du nucléaire à des chocs externes. Les conséquences sont très lourdes sur le plan économique et social, mais aussi écologique, avec une augmentation du bilan carbone de l'électricité. Tous ces risques étaient donc connus. Ils sont au fondement de la nécessité d'une grande transformation de la politique énergétique et du pays depuis longtemps. Soit on recherche des boucs émissaires dans une sorte de jeu politicien du mistigris, du c'est pas moi, c'est l'autre. Et honnêtement, c'est de peu d'intérêt. Et pour votre commission d'enquête, ce serait beaucoup d'heures de travail pour rien. Soit, et ce serait l'intérêt de la nation, on peut prendre un peu de hauteur et de recul et constater par-delà les alternances et les changements de ministres, nombreux et certainement trop dans ce domaine, qu'il y a une permanence de l'inertie française. Il y a en fait une ligne de fuite continue dont il faut examiner les causes profondes. La première est, à mes yeux, la négation des limites planétaires et du constat que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène. Elle se caractérise par la destruction à un rythme qui s'accélère des conditions d'habitabilité de la Terre et par l'épuisement des ressources qui résultent du mode de civilisation thermo-industrielle actuel. Elle est porteuse d'une dynamique d'effondrement systémique et de tout ce qui nous permet de vivre, chaos climatique, risque pour les éléments de base de la subsistance comme l'eau et l'alimentation, exacerbation des tensions géopolitiques face à la pénurie des ressources et son cortège de guerres conventionnelles ou hybrides. Reconnaître les réalités de l'Anthropocène implique d'en finir avec une vision du monde, celle de l'illimitisme dans un monde aux ressources limitées. Cette notion de limite physique est le cœur des enjeux de la politique énergétique. Or, dans les décisions, les limites planétaires définies par les scientifiques ne sont pas considérées comme un déterminant fondamental, ni dans les conséquences que génère la poursuite de la consommation d'énergie fossile alors que le nouveau régime climatique qui en résulte constitue une menace existentielle sans précédent et sans équivalent dans l'histoire de l'humanité, ni en termes de contraintes physiques et de sécurité d'approvisionnement, alors que le pic de pétrole a été franchi en 2008 et que celui du gaz a été franchi en 2004 en Europe et est estimé à l'horizon 2030 à 2045 au niveau mondial. Bref, les données de base du nouveau régime énergétique sont niées. Le temps du pétrole pas cher, des ressources illimitées, le temps de l'approvisionnement à flux tendu venant du bout du monde et de puissances étrangères peu fréquentables est révolu. On ne reviendra pas au capitalisme du XIXe siècle ni aux Trente Glorieuses. Ce n'est ni possible ni souhaitable si nous souhaitons rester vivants. Aussi, quand le groupe Total affirme devant votre commission d'enquête qu'il n'y a pas de problème de souveraineté pour la France, ou encore qu'il compte continuer d'exploiter les énergies fossiles à leur niveau actuel, permettez-moi de dire, en tant que membre de la représentation nationale, que c'est du climato-obscurantisme et que c'est criminel. Sortir des énergies fossiles est une urgence vitale pour le climat, mais aussi de sécurité nationale, pour nous défaire de dépendances hautement problématiques et assurer la résilience de notre société face à la hausse du prix des énergies fossiles. La place centrale qu'occupe le nucléaire dans le débat sur l'énergie est donc assez fallacieuse. Elle occulte, en dépit du plus élémentaire bon sens, le principal, l'éléphant dans la pièce, à savoir, je le répète, que la principale énergie finale consommée en France est
sont des énergies fossiles. Le nucléaire donne une illusion de confort qui n'a jamais existé sur l'ensemble de l'énergie consommée et qui n'existe plus s'agissant de l'électricité. À nouveau, le débat se focalise sur les moyens de production et parmi eux sur l'électricité et non sur la demande. La première cause profonde de l'inertie que j'évoquais est donc le déni ou le relativisme dont fait preuve la décision politique à l'égard des connaissances scientifiques et physiques élémentaires. J'ai cru comprendre que votre commission s'interroge à ce sujet. Cette interrogation est fondée et ce constat est hélas vrai pour l'énergie comme dans de très nombreux domaines. Je vais en prendre quelques exemples pour me faire comprendre. L'horizon de temps de l'état d'urgence climatique scientifiquement, c'est 2030 et non 2050. Est-ce qu'on discute des décisions de politique énergétique sur cette base ? La décision de réautoriser le glyphosate, malgré les alertes du Centre international de recherche sur le cancer, est-elle prise sur une base scientifique ? La décision de réautoriser les néonicotinoïdes, malgré plus de 1000 études indépendantes sur leur impact destructeur pour le vivant, a-t-elle été prise sur une base scientifique ? La décision de lancer un parc d'EPR2, dont le design n'est pas encore achevé, alors qu'une des leçons de l'EPR1 est précisément l'erreur d'avoir lancé le projet alors que le design était inachevé et que pour des réacteurs qui verraient le jour au mieux en 2040-2045, alors que la question posée, je le répète, est de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, décision prise en dehors de toute nouvelle programmation globale de la politique énergétique et ne tenant aucun compte de ce que sera le climat en 2080, est-elle une décision prise sur la base d'analyses scientifiques, énergétiques, techniques et industrielles robustes ? L'importation de gaz de schiste, dont le bilan carbone est pire que celui du charbon, via un terminal méthanier récemment autorisé, dont le bilan carbone est lui-même 2,5 fois plus élevé que le transport par gazoduc, est-elle conforme aux conclusions des rapports du GIEC ? Le soutien de la France au projet de Total en Ouganda, véritable bombe climatique, est-il conforme aux recommandations de l'Agence internationale à l'énergie qui proscrit toute nouvelle exploitation des énergies fossiles ? Le législateur lui-même a-t-il tenu compte des recommandations du Haut Conseil pour le climat dans ses travaux sur la loi climat qui en démontraient l'indigence ? La réponse est non, et je pourrais prolonger à l'infini la longue liste d'exemples similaires. Il faut donc se demander pourquoi la science n'est pas entendue, à tel point que des scientifiques s'engagent désormais dans des actions de désobéissance civile à force de ne plus savoir comment lancer l'alerte. L'explication est assez simple. Les conclusions de la science contrarient une vision du monde obsolète selon laquelle la croissance ferait le bonheur. Elles contredisent radicalement le productivisme, le consumérisme et par conséquent de puissantes résistances se dressent face à toute décision prise en cohérence avec ces connaissances. Le ministère de l'écologie et de l'énergie doit être un ministère de combat. Parce qu'obtenir des décisions politiques fondées sur la science est difficile, c'est son lot quotidien et la cause de bien des tensions qui l'entourent. J'en viens à la deuxième cause profonde. La nation a perdu la main. En l'espace de 20 ans, l'édifice de la maîtrise par la démocratie de la politique énergétique a été abandonné pour être confié à la main invisible du marché. Ayons à l'esprit que jamais la France n'aurait construit son parc nucléaire si EDF n'avait pas été une entreprise publique dont l'endettement était adossé à la garantie implicite et illimitée de l'État. L'ouverture à la concurrence du secteur de l'énergie, la transformation des entreprises de services publics en sociétés anonymes était une hérésie. Ces choix ont généré d'énormes dividendes à partir des rentes générées par les investissements consentis de longue date par la nation, là où ils étaient précédemment réinvestis et partagés au travers des tarifs abordables de l'énergie. Les actionnaires ont pris leur dû, l'État actionnaire aussi, jusqu'en 2015, dans un contexte d'austérité budgétaire. L'entreprise EDF a été abîmée dans son identité. Si la culture du service public reste profondément celle de ses agents, auxquels je tiens à rendre hommage, l'ouverture des marchés, la séparation des activités de réseau, de distribution, de production, la transformation en société anonyme n'ont pas été sans provoquer une déstabilisation profonde, par étapes, à la façon d'un supplice chinois. Puis, une fois cela fait, il y a eu le temps de la folie des grandeurs de la bourse et de l'international, de l'externalisation par la sous-traitance, bien loin du cœur de métier et du maintien de la performance industrielle.
Ces mêmes règles, acceptées et négociées par la France à l'échelle européenne, ont aussi fait obstacle à des décisions de ce que j'avais appelé le patriotisme écologique, afin de soutenir fortement le développement de filières industrielles dans le domaine des énergies renouvelables, enjeu absolument déterminant. On y reviendra, j'imagine, dans la discussion. Pourquoi confier l'éolien offshore à une multitude d'acteurs industriels différents? Pourquoi interdire que les capitaux publics importants engagés dans les mécanismes de soutien aux renouvelables ne puissent énoncer les plus élémentaires critères de Made in Europe ou de Made in France, alors que les panneaux importés de Chine en Europe étaient vendus à un prix inférieur à 90% de leur coût de production? Fallait-il accepter la capitulation européenne à cet égard? Là où nous avions hier les entreprises de services publics, nous avons aujourd'hui une anarchie de développeurs, fournisseurs, à laquelle plus personne ne comprend rien, et sans retombées industrielles d'ampleur. Et le comble de l'absurde est que nous sommes en fait dans des règles faussement libérales, car le secteur de l'énergie reste en réalité fortement régulé et que des capitaux publics importants continuent d'y être investis. Nous sommes à la fin d'un cycle historique. Le retour de la puissance publique s'impose. Et si, dès le début des confinements liés à la pandémie, l'Europe a su suspendre le pacte de stabilité, force est de constater que près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, elle n'a toujours pas suspendu les règles du marché européen de l'électricité. Le secteur privé ne sera jamais capable de porter la charge d'investissement nécessaire à la politique énergétique dont les cycles de rentabilité sont longs et l'intensité capitalistique élevée. Et à partir du moment où l'État porte cette charge, on ne voit pas pourquoi il devrait en partager la rente. Ces constats ne sont en fait pas nouveaux. Ils m'avaient conduit à refuser la mise en concurrence de la première source d'électricité renouvelable de France, les barrages hydrauliques, qui sont un actif stratégique, en 2012, et à proposer au gouvernement, dans le cadre de mes fonctions, la mise à l'étude de la renationalisation d'EDF en 2013. En responsabilité, j'ai été très rapidement arrivée à la conclusion que cette renationalisation était incontournable, qu'elle devait être rapide, et ce d'ailleurs, quels que soient les choix de politique énergétique. Troisième cause, l'affaiblissement de l'État, que l'on peut constater dans toutes les politiques publiques et qui n'est pas propre à l'énergie. Mais le ministère de l'écologie et de l'énergie, ainsi que les directions qu'il partage avec celui du logement et de la cohésion des territoires selon les appellations, a subi un plan social massif depuis 15 ans. La RGPP et sa successeur, la MAP, Modernisation de l'action publique, ont détruit plus de 15 000 emplois d'agents de l'État et des opérateurs publics. Perdre des agents de l'État dans ce département ministériel, c'est perdre des techniciennes et des techniciens, des ingénieurs qui vont participer à la conception et à la mise en œuvre efficace de la politique énergétique au niveau central et à la déployer en lien avec les collectivités territoriales à l'échelle locale. On ne peut pas avoir un État fort, stratège, agile, avec la règle d'un fonctionnaire sur 2 en moins. À ce titre, la DGEC, malgré la qualité remarquable de ses agents, est clairement sous-dimensionnée pour les défis de la transition énergétique. Elle ne peut pas être en mesure de produire tout ce qui est attendu d'elle avec la rapidité nécessaire. Elle a une charge de travail considérable. Elle est dépendante des sources d'information des opérateurs et ne peut pas toujours les contre-expertiser dans les délais requis. Le paradoxe, c'est que l'un des éléments les plus fondamentaux de notre souveraineté à conquérir, l'énergie, et de notre sécurité dans le chaos climatique qui vient, l'écologie, n'est toujours pas considéré comme un ministère régalien. Avoir récemment cassé ce grand ministère en séparant l'énergie de l'adaptation au changement climatique et d'une approche systémique de l'ensemble des enjeux écologiques ne contribue pas à la force de la puissance publique dans ces domaines. Quatrième cause, une forme de confiscation démocratique hautement problématique. Historiquement, sous la Ve République, le nucléaire est le domaine réservé du président de la République, notamment en raison du lien entre nucléaire civil et militaire. Mais c'est aussi vrai, bien sûr, pour le pétrole et le gaz, et par extension, pour l'ensemble de la politique énergétique. L'énergie reste une sorte de domaine de la raison d'État. Cela explique un manque de culture démocratique qui joue un rôle central dans la perte de souveraineté qui est au centre des travaux de votre commission d'enquête. Il règne dans l'énergie un entre-soi et un élitisme puissant qui implique que l'on traite avec paternalisme la vie des citoyennes et des citoyens, des élus, de la représentation nationale, des ministres.
Cette culture issue des institutions présidentialistes de la Ve a formé un cocktail détonnant, hautement problématique, une fois que les entreprises EDF, GDF, Elf dans le passé sont devenues des entreprises privées. Depuis lors, la relation entre ces entreprises et la France, au travers de ses représentants, est ambiguë, dans une savante confusion entre éthique de l'État et intérêt privé, d'autant que, en même temps que les entreprises étaient partiellement ou totalement privatisées, la haute fonction publique était dominée par la fascination de l'appel du secteur privé, le pantouflage et le rétro-pantouflage. Qui décide dans le domaine de l'énergie et qui décide de quoi, étant entendu que chacun devrait être à sa place. Ce n'est pas aux industriels de décider des objectifs de la politique énergétique de la nation, même si leurs contraintes et leurs réalités peuvent être prises en compte. Et ce n'est pas à l'État de dire quel type de produit ou de choix industriel doit être fait pour atteindre les objectifs fixés. Chacun son métier. Mais qui décide quand les opérateurs continuent d'avoir besoin de décisions diverses de l'État, tout en se considérant désormais comme émancipés, voire supérieurs aux gouvernants, ou autorisés à louvoyer avec la décision publique. Lorsqu'ils ont besoin de l'État, ils savent le trouver. Lorsque l'État énonce une décision qui contrarie une vision conservatrice, ils rappellent qu'ils ont des actionnaires et que la bourse ne sera pas d'accord, voire ils la combattent publiquement. Ce cocktail rend difficile pour les gouvernements l'exercice de leurs prérogatives en matière de politique énergétique, a fortiori quand le débat démocratique entend fixer un nouveau cap. Ce constat va au-delà d'une habituelle résistance au changement, car ces opérateurs ont bénéficié d'une sorte de logique de passe-droit telle qu'ils semblent s'étonner lorsque les plus élémentaires exigences de performance industrielle sont attendues d'eux, qu'il s'agisse par exemple du retard de l'EPR de Flamanville ou du scandale des forges du Creusot. J'ajoute que l'interview donnée ce matin par le PDG de Total est à l'image de la prétention d'une sorte de caste énergétique à s'exonérer de ses responsabilités et à prétendre gouverner. Ce mélange des genres est celui auquel j'ai été confrontée aux responsabilités. Je ne vois pas en quoi il entre dans les prérogatives du PDG de Total de criminaliser la jeunesse qui dénonce ces projets climaticides, ni au nom de quoi le PDG de Total s'autorise à interférer dans le débat politique national pour soutenir la réforme du gouvernement sur le report de l'âge légal de la retraite. S'ajoute à ce tableau un constat à mes yeux important pour vos travaux. Beaucoup s'imaginent sans doute que le secteur du pétrole et celui du nucléaire ne défendent pas les mêmes options dans les coulisses du pouvoir, exercent des influences contradictoires auprès des décideuses et décideurs. Bien sûr, il existe des points de friction, mais la réalité est tout autre. Mon expérience de ce couple dominant pétrole-nucléaire est qu'il se retrouve souvent bras dessus, bras dessous sur l'essentiel pour le conservatisme énergétique. Ils prônent la continuité de la politique énergétique alors que tout a changé. Leur relais technocratique comme politique défendait, quand j'étais ministre, et le gaz de schiste, et le nucléaire, et le pétrole, et le gaz. Ils militaient conjointement contre les renouvelables, vus comme une politique superficielle pour l'affichage et non comme un enjeu industriel auquel ils ne croyaient pas. Mais surtout, ils s'assemblaient sur le fond pour combattre toute politique rigoureuse d'économie d'énergie et une donnée scientifique indiscutable. Il n'y a pas de feuille de route pour atteindre la neutralité carbone qui ne commence par diviser par 2 la consommation d'énergie en France. Il n'y a pas de plan B à la réduction de la demande. La question centrale est donc de reprendre le contrôle de la politique énergétique. Ce que je dis aujourd'hui à votre commission n'est pas nouveau. C'est ce qui a guidé mes décisions et orientations aux responsabilités et qui a donné lieu à un chapitre intitulé « De la souveraineté énergétique » dans le livre que j'ai écrit sur l'exercice du pouvoir. Il expliquait en quoi le statu quo n'était pas une option et en quoi la nation devait reprendre la main. L'article 3 de la Constitution définit la souveraineté en ce qu'elle appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants, qui ajoute qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Sa lettre et son esprit sont-ils respectés dans le domaine de l'énergie ? La réponse est non.